Gérald Kierzek, merci beaucoup Gérald de me donner un petit peu de ton temps libre parce que je sais que tu es médecin urgentiste à Cochin dans les urgences Covid en ce moment et puis on te voit aussi sur les plateaux télé pour faire de la pédagogie, expliquer un petit peu la crise sanitaire actuelle. Donc ton agenda est très très chargé. Tout d'abord, comment tu vas? Comment ça se passe en ce moment pour toi? Alors moi, je partage, tu l'as très bien dit, et bonjour à tous. Je partage mon temps entre l'hôpital, bien sûr, les gardes, en renfort à Cochin, parce que je suis médecin à l'Hôtel-Dieu. Et l'Hôtel-Dieu, les urgences ont été fermées, transformées en centre de dépistage. Et donc, je suis en renfort Covid à Cochin. Et puis, je suis le médecin moi, du groupe TF1 LCI. Et du coup, bah, à ce titre-là, je participe aux émissions. Alors, pas tellement aux émissions de débat, mais plutôt à mon émission habituelle le matin avec Audrey Crespo-Mara. Et puis, ça, c'est assez nouveau, avec une présence dans les journaux, présence très pédagogique ou d'éclairage. Je suis entre le journaliste et l'expert. Je ne suis pas l'expert virologue, évidemment, mais je ne suis pas journaliste non plus. Je suis le médecin praticien, un peu le même boulot que ce que font mes collègues dans les cabinets ou aux urgences ou en réanimation d'ailleurs, d'expliquer aux familles, aux patients. Et ça me semble important parce que toute cette communication, cette surabondance de communication, elle est très angoissante pour les gens. Et moi, depuis le début, je suis sur l'espèce de ligne de crête qui est de n'être ni trop angoissant, ni trop rassurant. Et voilà, il faut tenir cette ligne de crête. Donc moi, je vais bien, je vais d'autant mieux que les services d'urgence, contrairement là aussi à la communication qui a été faite, l'activité a été largement, c'est accalmie, l'accalmie, c'est plus qu'une accalmie, c'est-à-dire qu'on attendait une vague et depuis le 15 mars, date du confinement, mais il ne se passe rien dans les services d'urgence. Donc là aussi, quand je dis ça à mes collègues qui me disent alors comment tu fais la télé, les urgences, etc. Et je leur dis bah écoute, les urgences c'est plutôt calme. Et là tout le monde ouvre les yeux en disant mais tu vis sur quelle planète? Bah non, l'ensemble des services d'urgence, j'allais dire de France et de Navarre, alors peut-être pas dans le Grand Est, mais en tout cas sur Paris intramuros et puis les collègues que j'ai un peu partout en France, l'activité médicale de base s'est arrêtée, les patients qu'on avait aux urgences se sont arrêtés et on a une division de l'activité qui là aussi détonne avec l'image que vous avez parfois peut-être sur les plateaux télé. Et moi, un de mes rôles, c'était de calmer les choses aussi sur les plateaux télé. Combien de fois j'ai dit mais l'activité des urgences est calme de façon à ne pas entretenir ce côté anxiogène. Donc voilà. Donc je vais bien en raison notamment d'une activité qui s'est plutôt calmée. Par contre, on attend là la vague, non pas du coronavirus, mais des malades qui ne se sont pas soignés malheureusement. C'est clair. Tu l'as bien dit, hein, l'information est un enjeu majeur. Le directeur général de l'OMS l'avait dit dès le début de la pandémie. Il y a aussi une lutte contre l'infodémie. On voit bien qu'au niveau du grand public, il y a eu beaucoup d'informations, à la fois sur la maladie, à la fois sur la gestion de l'épidémie qui ont circulé. Je crois que tu as fait un livre qui se place dans les top 20 des ventes aujourd'hui, Coronavirus, comment se protéger. Tu as aussi fait un chatbot avec TF1 LCI. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette lutte contre l'infodémie au niveau grand public et cette lutte contre les fake news aussi? Alors, déjà, l'information des patients ou des citoyens, mais qui sont des patients potentiels, c'est un devoir déontologique. Donc, c'est le devoir d'un médecin d'informer. Et c'est un droit des patients. Ça fait partie du 4 mars 2002 d'avoir cette information-là à l'échelle individuelle avant d'avoir un soin, un traitement, etc. Mais aussi à l'échelle collective. Moi, quand je me place dans le paysage médiatique, je suis un médecin. Je ne suis pas un journaliste. Donc, mon code de déontologie, je dois le respecter. Donc, ça fait partie de mes devoirs déontologiques. Ça fait partie des droits des citoyens. Et rapidement, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup parce que c'est une peur, parce qu'on a donné cette impression de psychose, il y a même eu des comparaisons, mais encore il y a quelques jours, du directeur général de la santé qui compare le coronavirus à la peste. Oui, ça met les gens dans un état psychologique de frayeur absolue et de terreur absolue. Et donc, sur ce terreau de terreur, prospèrent un certain nombre de fake news, de faux espoirs de la part de médecins, de scientifiques. Je ne reviendrai pas sur l'histoire de la chloroquine, on y reviendra peut-être, mais en tout cas, ça en fait partie, comme d'autres fake news sur la manière dont se propage le virus, etc. Et donc, il m'a semblé extrêmement important, à un moment donné, de répondre aux questions, tout simplement. Et c'est pour ça que l'ouvrage Coronavirus, questions-réponses, quand l'éditeur m'a proposé de faire ça un vendredi soir, le samedi dimanche, j'ai fait 48 heures non-stop et le texte était prêt. C'est 50 questions-réponses pragmatiques, validées, qui permettent de mettre à plat un peu les connaissances qu'on avait à date. Et sur les 50 questions-réponses, il y en a très peu qui sont à côté de la plaque 2 mois après. Pourquoi? Parce qu'on s'était
bien gardé justement d'aller sur des terrains qui allaient être très mouvants, etc. Donc, c'est des questions pragmatiques, validées. J'en profite, j'ouvre la parenthèse, je la referme. Les droits, évidemment, mes droits d'auteur sont reversés à l'Institut Pasteur. Il n'est pas question de faire une opération mercantile sur cette histoire-là. Surtout Je qu'il est referme la vendu à 2,99 parenthèse. € en ligne et Ouais, 3,50 € en ouais, mais quand même, papier. Voilà, mais j'ai eu bon, beaucoup c'est bien de le il y dire. a eu, voilà, j'ai eu quelques ennemis ou quelques gens malveillants Les qui haters laissaient entendre habituels. que je surfais ou je ne sais quoi, mais bon, peu importe. Et donc voilà, ça me semblait important. On l'a fait rapidement, mais bien, avec des choses qui étaient solides, comme devraient faire tous les médecins quand ils interviennent, mais que ce soit sur les plateaux télé ou sur le digital ou lors des bouquins. Donc ça a été la première étape. Alors évidemment, c'était un bouquin digital, hein, puisque forcément, au moment où on l'a sorti, boum, tout le confinement faisait que toutes les librairies étaient fermées. Et puis ce bouquin il reste d'actualité et j'espère que les gens vont pouvoir avoir des informations dedans. Et encore une fois, l'idée, et c'est marrant parce que dans l'introduction, je parlais beaucoup du traitement médiatico-politique qui était fait de cette crise, parce que moi, s'il y a au moins une certitude et que j'ai largement véhiculé depuis le début, c'est que la mortalité, elle n'est pas de 10%, elle n'est pas de 3%, elle n'est pas de 70% comme la peste, elle est entre 0,1 et 0,5%. Alors quand je disais ça il y a 2 mois, on me traitait de fou, en disant mais c'est pas du tout ce que dit l'OMS. Là, les chiffres sont en train de donner raison. On est sur une mortalité de 0,1 à 0,2% selon les dernières études. Et rien que de donner ça, ben, ça change complètement la perception qu'on en a. Parce que la perception qu'on en avait et qu'on en a encore quand j'étais tout à l'heure dans la rue en revenant de l'hôpital, les gens ils sont quasiment en scaphandre de cosmonautes dans la rue parce qu'ils ont l'impression qu'on te touche, tu attrapes le virus, tu meurs. Mais ce n'est pas du tout le cas. On est sur un virus qui est de l'ordre de la mortalité comme la grippe, plus contagieux, et ça a été ça le problème, qu'on a eu du mal à communiquer là-dessus, parce que c'est cette contagiosité et donc cette vague énorme qu'il fallait à tout prix aplanir, parce que si vous avez 15 millions de Français qui sont attaqués au même moment par le virus, même si la mortalité est faible, 1% de complications, je ne parle pas de mortalité de complications, 1% sur 15 millions, ça fait 150 000 personnes à prendre en charge d'un coup, ça fait beaucoup. Et donc c'était ça l'enjeu, et c'est ça la difficulté de communication aussi. Ce n'est pas un virus tueur, mais c'est un virus très contagieux qui tue dans les mêmes proportions que les autres, mais la proportion sur un grand nombre, ben forcément, ça bloque le système et ça fait beaucoup de victimes. Et puis, alors, le deuxième outil qu'on a développé, c'est un chatbot avec LCI d'abord, puis repris sur LCI, TF1 et Doctissimo, le site qui fait partie du groupe auquel j'ai contribué, parce que ça paraissait là aussi assez intéressant d'avoir un outil qui permette de répondre au plus grand nombre. Surtout que les questions, c'est toujours les mêmes. Les gens ont peur et donc ils veulent des réponses pragmatiques, donc ils posent toujours à peu près les mêmes questions. Et je suis ravi de répondre sur Twitter au quotidien, de faire une question du jour sur LinkedIn ou sur Twitter, etc. Et de répondre, j'essaye au maximum sur Instagram, sur Twitter de manière personnalisée aux gens. Mais au bout d'un moment, on ne peut plus, surtout que l'exposition médiatique, les 20 heures, etc., font que forcément, les gens ils sont très demandeurs, surtout quand on a un discours qui essaie ni d'affoler, ni trop de rassurer. Donc, le chatbot permettait justement de répondre au plus grand nombre et puis aussi d'améliorer, puisque les questions, on les revoyait. Quand il y avait des questions où il n'y avait pas de réponse, on implémentait la base, etc. Donc, c'était un moyen un peu moderne d'y répondre, qui, à mon avis, ne remplace pas l'humain et ne remplace pas la relation personnelle. Et c'est pour ça que j'ai fait d'autres choses dans le digital. J'ai fait beaucoup de Facebook Live, au moins un par semaine avec Doctissimo. Et c'est des Facebook Live qui sont maintenant Doctissimo, LCI, TF1, où il y a énormément de participants. C'est crevant, parce que c'est plus crevant que la télé, parce que la télé, finalement, on a un temps de Plus parole qui est d'interaction. limité. Ouais, mais là, on est en interaction totale aussi, parce qu'il y a des questions qui arrivent, qui fusent, et je réponds, et ça fuse. C'est vraiment. Donc, c'est intéressant, parce qu'on a un outil qui permet de répondre à un plus grand nombre, voilà, et avec, pour le coup, une interaction, parce que les gens, ils posent des questions. S'ils n'ont pas compris, ils reposent une question derrière. Alors qu'avec la télé, on n'a pas ça. C'est un exercice qui est différent, mais moi, j'ai trouvé ces exercices extrêmement intéressant et utile et anxiolytique. Je disais, je ne sais plus qui, que le rôle du médecin, c'est un peu d'être un anxiolytique. Si tu vas voir ton médecin et que tu paniques quand tu lui poses une question et que le mec panique et ça te fait encore plus paniquer, que vous êtes à deux à paniquer avec la réponse, c'est un vrai problème. Moi, ce que j'attends d'un chirurgien, d'un médecin, c'est qu'au contraire, il pose des choses et qu'il me donne un peu de rationalité, il me redonne le contexte, un peu de rationalité dans un monde où on a un peu perdu le rationnel. Je crois qu'on a été beaucoup dans l'irrationalité avec ce coronavirus. Et on l'est encore, hein, et l'affaire n'est pas finie. Je ne voudrais pas donner l'impression de refaire le match, alors que le match
n'est pas fini ou n'a même pas eu lieu. Tu parlais tout à l'heure de cacophonie. Il y a un domaine dans lequel on a l'impression qu'il y a une cacophonie aussi, c'est entre professionnels de santé. On a l'impression que l'infodémie, les fake news aussi, est-ce que c'est parce qu'on vous a demandé d'aller trop vite et que la science, elle ne va pas à cette vitesse-là habituellement? Est-ce que c'est parce que voilà, il y a des écoles où il y a des courants de pensée qui ont émergé? Qu'est-ce qui se passe et comment fait le médecin aujourd'hui pour Non. s'informer sur une maladie qui est en cours comme ça? Bon, alors le médecin, pour s'informer, il n'a pas de problème, parce que les médecins n'étaient pas anxieux dans cette histoire-là. Les médecins, le médecin généraliste, les médecins urgentistes, nous, on n'est pas du tout paniqués. D'ailleurs, ça rassure beaucoup les gens quand je leur dis, tu vois, nous, au secteur Covid, on prend toutes les précautions, etc. On voit les malades, mais quand on va bouffer dans la salle à côté, il n'y a aucun problème, on bouffe tous ensemble en convivialité. Et donc ça, les gens, ça les rassure. Ah, bah, si eux, au cœur du truc, il y a un peu de calme, c'est plutôt rassurant. Donc nous, sur l'information, on s'informe comme d'habitude et surtout, on a les outils pour pouvoir s'informer. C'est-à-dire qu'on sait que toutes les études qui sont publiées dans l'urgence, c'est de la merde. Pardon de parler comme ça, mais toutes les études qui sortent et qui font les choux gras des journaux, des ouvertures de titres, etc., nous, on sait très bien qu'il n'y a pas eu de reviewing, que c'est sorti à la va-vite, que les mecs font leur carrière dessus, que les règles méthodologiques, déontologiques, on s'assoit un peu dessus parce que l'urgence exonère tout. Donc ça, nous, on a les outils pour pouvoir décoder ça, sauf que le grand public ne l'a pas. Donc les médecins ne sont pas très inquiets. On ne s'est pas engouffré sur les histoires, alors sauf certains, et c'est là où il y a des gardes-chapelles, mais ces gardes-chapelles, elles sont connues, c'est ce qui fait avancer la science d'ailleurs, les gens qui ne sont pas d'accord, etc. La seule différence, c'est que ces guerres-là, elles étaient intestines ou sous une cloche, et que là, maintenant, on lave notre linge sale en public, et ça, c'est assez dramatique parce que les gens n'ont pas les codes pour pouvoir décoder. Ils ne savent pas s'il y a une étude qui a dit à un moment donné la chloroquine, ça fonctionne, etc. Les gens n'ont pas les codes pour aller décrypter la méthodologie. Si en plus, ils voient un docteur, un professeur, je ne sais qui, alors chacun il va de ces titres, vous avez des immunologues qui sont en réalité pas du tout immunologues, mais parce ils ont une passion, ils ont fait un diplôme d'université. Enfin, voilà, là, il y a une vraie responsabilité des médias dans le sens où il faut bien sélectionner les interlocuteurs. Et il ne s'agit pas juste de remplir des chaises avec du docteur. Alors, on a eu un peu cette impression-là aussi, donc là aussi, il faudra en faire le retour d'expérience. Mais tout ça a participé à cette cacophonie. Mais les médecins, encore une fois, pour s'informer, je pense qu'il n'y a pas eu trop de problèmes pour les médecins. Parce que pour nous, c'est une maladie assez banale. Les formes graves, elles vont en réanimation. Les réanimateurs ont l'habitude de traiter ces patients, etc. Il y a eu des retours d'expérience. On savait qu'il ne fallait pas, au début, on a ventilé énormément les malades. Après, il fallait moins les ventiler. On a appris sur le rôle du scanner par rapport aux tests. On a appris la limite des tests, etc. Donc, j'allais dire, ça s'est fait parce que globalement, comme ça se fait en médecine, avec un phénomène qui est assez nouveau, soit en quantité, soit en qualité, mais on arrive à s'en sortir. Là où on s'en est pas sorti, à mon avis, et on a participé au truc largement, c'est l'infodémie par rapport au grand public, extrêmement anxiogène. Et je pense que l'image qui va ressortir de tout ça, c'est qu'est-ce que c'est que ce bordel avec ces docteurs. Et j'ai un peu peur que l'image générale des médecins soit très écornée dans cette histoire, alors qu'il aurait suffi de se cantonner à des choses déontologiques et méthodologiques de base. Il y a un article du Code de la santé publique et du Code de déontologie qui dit qu'on ne doit pas communiquer au grand public des informations qui ne sont pas validées. Mais pourquoi on a des communiqués de presse de médecins ou de l'assistance publique hôpitaux de Paris avec des médecins qui participent au truc? D'ailleurs, le tocilizumab qui a fait la une pendant une journée, parce que les nouveaux médicaments, c'était une journée. Après, on passait à autre chose. Des médecins ont démissionné du conseil scientifique en disant, mais nous, on n'accepte pas ces communiqués de presse. Parce qu'au moins, ils disaient, nous, on est accrochés à notre déontologie. Et je pense que dans ce monde d'infodémie, il y a des choses basiques de déontologie qui auraient dû être respectées et qui ne l'ont pas été. Et alors, le Conseil de l'ordre commence à de plus en plus communiquer, mais eux-mêmes ont été pris, je pense, un petit peu de court, mais le Conseil de l'ordre a un rôle fondamental et le Code de déontologie a un rôle fondamental là-dedans. Et puis après, il y a les phénomènes d'ego, il y a les guerres, etc. Et ça, je pense que c'est apparu au grand jour. Moi, il y a un truc qui me fait un peu marrer, c'est qu'on voit que des hospitalo-universitaires, des professeurs sur les plateaux, alors que ça représente 1% des médecins et qu'il y a 99% des mecs qui sont au turbin. Voilà, je ferme la parenthèse. Le titre est sûrement mieux sur le bandeau en bas, professeur, ça sonne sûrement Non, mais mieux. ça n'a pas de sens. Ça n'a Euh, pas de sens.
Dernière question avant de te libérer, Gérald. On se voit souvent tous les deux sur les questions de santé digitale, Covidom, Stop Covid. On a vu pas mal tu parlais de chatbot tout à l'heure. On a vu pas mal de cartes, de solutions apparaître. La téléconsultation a explosé d'ailleurs au passage, hein, et c'est peut-être ce qu'on va retenir de plus positif de cette période-là, le fait que peut-être la téléconsultation. Quel est ton avis là-dessus sur justement la téléconsultation, le digital dans la santé? Mon avis, c'est que cette crise a permis de pousser plein de choses, y compris de start-upers, de gens qui avaient un certain nombre de freins, d'ailleurs liés à la déontologie ou liés à de la médecine qualitative, humaine. Et nous, on était un peu frileux. Là, ça a accéléré les choses. Je pense que ça a accéléré des bonnes choses. La téléconsultation en complément de la consultation. Covidom était plutôt une bonne expérience aussi. Pour avoir rempli des dizaines et des dizaines de dossiers Covidom, c'était plutôt pas mal parce que ça permettait de faire un suivi voilà, des patients. Ceci dit, on aurait des gens avec un médecin traitant, avec un réseau de soins structuré. Covidom, il n'y en avait pas forcément besoin. Mais comme il n'y a plus ce tissu de soins structuré, voilà, Covidom a trouvé cette place. Là où je suis un peu plus sceptique c'est toutes les applications Stop Covid, etc. Parce que derrière, et là encore, on doit revenir à des basiques qui s'appellent la déontologie, le code de conseil de l'ordre et le code de déontologie. C'est-à-dire que l'éthique médicale, c'est fondamental. Et l'éthique médicale, elle doit éviter toutes les dérives parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de gens qui ont accéléré pour différentes raisons, hein, pour des raisons marketing, pour des raisons commerciales, pour des raisons… Ça a aiguisé beaucoup d'appétit aussi, et comme toutes les crises, on est parfois plus à même d'accepter, c'est la stratégie du choc de Naomi Klein, hein, d'accepter dans ces circonstances-là des choses inacceptables. Et je pense que là, après la crise, et encore une fois, on n'est pas encore après la crise, il va falloir que les choses inacceptables, on ne les accepte pas. Tu vois, il ne faut pas que ça soit rentré dans les mœurs sous prétexte de ça a fonctionné pendant une crise, etc. Donc, je me méfie beaucoup de tous ces fichiers, ces big data en santé, parce que je pense que la déontologie, la confidentialité, le secret médical est quelque chose de fondamental. Là, on nous parle de tracking des patients. Moi, j'ai aucune étude qui m'a montré d'abord que Stop Covid ou une autre application avait été efficace. J'ai aucune étude qui montre que le tracking des patients, remonter les chaînes de contamination avec des équipes, des brigades, comme on dit, etc. C'est efficace en France avec les transports en commun, etc. C'est peut-être été efficace en Chine avec la reconnaissance faciale, j'en sais rien, mais en tout cas, on n'est pas dans les mêmes contextes culturels. Donc, je pense qu'il faut faire extrêmement attention à toutes ces solutions technologiques. Après, la téléconsultation, ça va être formidable, mais pas à la place. On ne doit pas être dans un jeu à somme nulle, on est dans un jeu à somme variable. C'est en complément, c'est en plus. Parce que si tous les médecins se mettent derrière leur écran et ne voient plus les malades, comment j'examine, comment j'ausculte un poumon? Les déserts médicaux, on ne va pas les remplir avec des médecins si tous les médecins refusent de s'installer et sont en téléconsultation. Donc voilà, c'est un outil parmi d'autres. Ça doit rester un outil, ça ne doit pas se substituer. Le chatbot, c'est pareil, c'est formidable, mais ça se substitue ni à la télévision, ni au Facebook Live, ni à la consultation médicale. Donc, on voit bien que c'est une palette et le médecin, finalement, c'est peut-être une espèce de peintre et il a plusieurs sur sa palette, il a différents outils et ça, c'est intéressant parce que c'est comme ça qu'on peut faire un joli tableau, c'est-à-dire avoir un malade en pleine santé. Mais vraiment, attention, attention, attention et je voudrais des garde-fous déontologiques extrêmement importants. Et tu parlais juste des cartes et j'en finirai avec ça, cette carte rouge, verte, etc., où on a l'impression que quand on est rouge, c'est beaucoup de virus, quand on est vert, tout va bien. La réalité, c'est que c'est la synthèse de 3 indicateurs et que l'indicateur qui fait qu'on est rouge, c'est qu'on n'a pas assez de lits hospitaliers. Ce n'est pas qu'il y a du virus, c'est pas qu'on a des tests positifs, etc. C'est qu'il n'y a pas assez de lits hospitaliers. Et j'allais dire back to basics. Ça fait des années qu'on dit on manque de lits. Ça fait des années qu'on dit on n'a pas assez de lits de réa, etc. On n'a pas assez de personnel. Ben, finalement, si on est rouge et si on est obligé de tous être confinés, c'est pas parce que l'hôpital a tenu, c'est parce que l'hôpital n'a pas tenu ou n'aurait pas tenu parce qu'il a été dépioté, estropié, démantelé depuis des années. Et ça, c'est pas, pardon, mais c'est pas le digital qui va remédier et remplacer un lit d'hôpital. Et le benchmarking sera intéressant là aussi. Allez voir ce qui se passe en Allemagne, en Corée, au Japon. Quand on regarde les ratios nombre de lits par habitant, ils ont peut-être des applis, etc., mais ils ont surtout des lits d'hôpitaux. Alors, je vais en profiter pour une dernière question, mais l'hôpital était malade avant, il y avait des grèves, il y avait pas mal de choses. Est-ce que tu penses qu'il va en ressortir, si ce n'est guéri, en tout cas, avec de nouveaux moyens et de nouvelles possibilités? Est-ce que tu y crois ou… Moi, je me méfie beaucoup. Je pense que le monde d'après sera pire que celui d'avant. Je pense que toute la communication politique actuellement, elle est pour se dédouaner des responsabilités du passé, en particulier du démantèlement depuis la loi Hôpital Patient Santé Territoire, hein, loi Bachelot, qui a commencé à mettre le directeur de l'hôpital, le gestionnaire,
qui a commencé vraiment à démanteler ou qui a accéléré le démantèlement des hôpitaux. Ça c'est, quelle que soit la couleur politique, ça s'est accéléré. Là, les gens au pouvoir veulent se… Mais encore une fois, ce n'est pas une sorte de politique politicienne. Tout le monde veut se dédouaner des erreurs du passé pour ne rien changer demain. Et je pense que toutes les revendications du collectif interurgence, interhospitalier qui étaient valables avant, elles resteront valables après, malheureusement. Là, on nous parle maintenant de l'hôpital éphémère. Vous voyez, l'hôpital éphémère a été formidable. Les réanimations éphémères ont été formidables. Enfin, on voit bien que ça n'a pas de sens, cette polyvalence, flexibilité, etc. Je vous dis juste, l'Allemagne, 28 000 lits de réanimation, ils ont été capables de passer à 40 000, ils n'étaient pas tous remplis. Nous, on avait 5 000 lits et tout mouillé de chaud, on est monté à 7 000 ou 8 000. Donc, on a un vrai problème. On a 3 fois moins de lits qu'au Japon. On a 3 fois moins de lits qu'en Corée du Sud. Donc, ces données structurelles, il va falloir les prendre en compte. Moi, je pense qu'il faut revenir à des choses simples avec un message simple en termes de politique de santé. C'est plus de lits, plus de capacités, plus de soignants, tout simplement. Merci en tout cas pour ce temps, Gérald. Merci à toi. Profite de ta journée et puis bon courage sur le terrain. Et puis on verra effectivement l'heure du bilan sera intéressant après pour voir finalement comment tout ça s'est réellement passé. Et à très bientôt, j'espère dans la vraie vie. Et notamment la communication de certains à la télé et la communication réelle par rapport aux chiffres d'activité. Mais ça, c'est après qu'on fera le match. C'est clair. Merci beaucoup. Merci à toi. Très bonne journée et à bientôt.